អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Nous allons donner la parole à la partie civile. Mais avant cela, le greffe nous informe, Monsieur Sonsikun, que vous éprouvez certaines difficultés liées à votre état de santé. Est-ce que vous pensez pouvoir continuer à déposer? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Depuis mon opération au cœur, j'ai des problèmes de vue et d'ouïe. Mon état de santé se détériore. Si je continue à déposer aujourd'hui, il est probable que mon état continue de se dégrader. Je demande donc à la Chambre de me laisser me reposer cet après-midi pour reprendre des forces et continuer demain matin. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Et demain, pensez-vous pouvoir témoigner durant toute la journée, compte tenu de votre état de santé actuel? Réponse. À mon avis, compte tenu de mon état actuel, je pense pouvoir continuer à déposer demain, tout au moins durant la matinée. Concernant l'après-midi, je ferai mon possible pour pouvoir déposer, mais si mon état de santé ne me le permet pas, j'en informerai dûment le Président en cours de matinée, si cela est possible, Monsieur le Président. Le Président. Monsieur Son Sikun, la Chambre fait droit à votre demande. Vous allez donc continuer à témoigner ce matin jusqu'à midi. Cet après-midi, vous ne témoignerez pas. La Chambre va entendre cet après-midi le témoin TCW 490.
La Chambre commencera par poser certaines questions préliminaires au témoin TCW 490, après quoi l'accusation aura la parole. Les deux témoins, M. Sonsekun et TCW 490, pourraient déposer à tour de rôle, compte tenu de l'état de santé des témoins. Demain, nous ferons le point et nous verrons si le présent témoin peut déposer durant toute la journée. Dans le cas contraire, le témoin TCW 490 prendra le relais. La Chambre tiendra compte de l'état de santé du témoin et elle se réserve le droit de faire comparaître à tour de rôle ces deux témoins. À présent, la parole est au co-avocat principal pour les parties civiles. Maître Pic Ang. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs. Je voudrais laisser la parole à Maître Mok Sovanary et à Maître Ferdinand N'Djamen Nzepa. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, la Chambre fait droit à votre demande. Je vous en prie. Maître Mok Sovanary. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Mok Sovanary. Je représente les parties civiles. Au nom des parties civiles, je tiens tout d'abord à vous remercier de vous être efforcé de répondre aux questions posées. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir déposer. Votre participation est très importante en vue de contribuer à la manifestation de la vérité, et ce, au nom des générations futures. En plus des questions posées par l'accusation, j'ai à mon tour des questions à vous poser. En commençant par la première. Lorsque vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous connaissiez Okae? Réponse. Tout d'abord, je remercie sincèrement le Président d'avoir bien voulu tenir compte de mon état de santé. Je remercie également l'avocate des parties civiles pour ce qu'elle a dit concernant ma contribution. En réponse à votre question, M. Oukait n'est pas venu travailler au ministère des Affaires étrangères, mais je le connaissais bien. Je connaissais aussi sa femme, une Française, qui travaillait pour l'ambassade du Kampuchea démocratique au Sénégal ou en Égypte, dans un de ces deux pays. Je connais bien ces personnes, c'était des gens très travailleurs, très aimables, très courtois et très ouverts. Il était très facile d'abord pour tout le monde. Question. Je passe à la question suivante au sujet de M. Oukait. Durant la période du Kampuchea démocratique, est-ce que M. Oukait a travaillé dans une ambassade du Kampuchea démocratique durant toute la période de ce régime, ou bien est-ce qu'il a été rappelé avant la fin de cette période? Réponse. Je crains fort ne pas pouvoir donner de réponse, car je n'en sais rien.
Dans le cadre de mes compétences au ministère des Affaires étrangères, je n'ai pas été informé des transferts ou des rotations des ambassadeurs en mission à l'étranger. La décision a incombé au ministère. Question. Peut-on dire que l'administration des ambassades du Kampuchea démocratique à l'étranger relevait du contrôle du ministère des Affaires étrangères? Réponse. De manière générale, oui, cela relevait du ministère des Affaires étrangères. Mais comme je l'ai déjà dit, le Kampuchea démocratique était un régime communiste. Et donc, au sein de chaque ministère, ce n'était pas le chef qui assumait le pouvoir principal. Il s'agissait de l'ambassade en question qui avait la responsabilité. Pour ce qui est des transferts ou des modalités de travail interne, je n'en savais rien. Question. Hier, en réponse à l'accusation, vous avez dit avoir fait régulièrement rapport à vos supérieurs et à M. Ieng Sary concernant les tâches que vous aviez effectuées. Ma question est donc la suivante. Est-ce que chaque section ou chaque département devait faire rapport à M. Ieng Sary selon un mécanisme formel et officiel? Réponse. Je n'en sais rien. Mais ce que je savais bien, c'est que le rapport se faisait verbalement. Les rapports étaient rarement effectués par écrit. Et c'est facile à comprendre. En effet, à l'époque du Kampuchea démocratique, la confidentialité et le secret étaient les maîtres mots. En cas de rapport écrit, maintenir le secret n'était pas possible, raison pour laquelle les rapports étaient donc faits verbalement. Question. Connaissez-vous Rom Chamton alias Pipun, alias Ton, ou plutôt alias Chim? Réponse. Je ne le connais pas bien, mais il a été gouverneur adjoint du district de Malai. Question. Vous avez été entendu par le bureau des juges d'instruction. Vous avez été interrogé sur une discussion au sujet du transfert qui était effectué vers le ministère des Affaires étrangères. Le président, je vous prie de lire lentement la partie civile. Je donne les cotes. PV d'audition en date du 12 mars 2011. Document E3
311, en Khmer 00 288, 234 jusqu'à 235. En français. Zéro 288, 241 et 242, et en anglais 00 29 04 13 et 14. Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, je voudrais présenter ce document aux témoins. Le Président, je vous en prie, allez-y, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins. Le Président, je vois que la défense s'est levée. Je vous en prie. L'interprète apporte une correction. Il s'agissait du document E3/371. Merci. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs de la Chambre, bonjour à l'ensemble des parties. Je profite de la pause technique pour rappeler l'importance, quand les deux intervenants sont khmérophones, de bien parler lentement et de bien marquer une pause entre la question et la réponse, parce qu'en français, nous sommes beaucoup à la traîne. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir autorisé cette petite observation habituelle, mais nécessaire. Le Président, je vous remercie. Nous sommes conscients que différentes langues sont utilisées et la Chambre a donné à maintes reprises des instructions à ce sujet, à l'intention des parties, en leur rappelant qu'il fallait faire preuve de vigilance. Et qu'il fallait qu'une pause soit marquée entre les questions et les réponses. La partie civile. Je voudrais donner lecture d'un passage. Les co-juges d'instruction vous posent une question et vous dites que le Kampuchea démocratique était un pays communiste et que donc c'était le parti qui décidait de tout, y compris de la politique étrangère. Vous dites que cette politique était définie par le chef du parti, Pol Pot, et que votre propre sort dépendait de Pol Pot. Vous dites, je cite, « Ainsi, c'est Pol Pot qui m'a nommé au ministère des Affaires étrangères. » Et par la suite, il m'a nommé directeur de l'agence kampuchéenne d'information. Autre exemple, certaines attributions du ministère des Affaires étrangères allaient bien au-delà de la politique étrangère. Par exemple, le ministère s'occupe aussi de l'aviation civile. À un moment, il a même été question de transférer au ministère des Affaires étrangères l'administration de la ville de Phnom Penh. Mais Ieng Sary s'y est opposé. Fin de citation. J'attire l'attention du témoin sur la fin de ce passage. Il a donc été question de transférer l'administration de la ville de Phnom Penh au ministère des Affaires étrangères. Dans quel cadre une telle décision a-t-elle été prise? Est-ce que c'est le comité central
qui a pris la décision ou bien s'agit-il d'une décision d'une autre entité? Réponse. Je ne sais pas quel organe a pris la décision à ce sujet. J'en ai été informé par M. Yengsari. L'aviation civile et l'administration de Phnom Penh ne relevaient en réalité pas des compétences du ministère des Affaires étrangères et il nous en a informés à l'époque. Question. Dans votre témoignage, vous dites que Yengsari s'y est opposé. Est-ce que l'opposition manifestée par Yengsari était effective? Réponse. Je peux dire que oui. Mais je ne sais pas si d'autres personnes se sont opposées à cette idée, en plus de lui-même. En tout cas, son opposition à cette idée a été efficace parce que par la suite, l'administration de Phnom Penh s'est retrouvée hors des compétences du ministère. Question. J'ai une question au sujet du PV d'audition E3/377, daté du 7 mai 2009. Je donne les ERN. En Khmer 00 32 72 35 et 36. En français, 00 32 72 55. En anglais, 00 32 72 45 et 46. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais faire afficher le document à l'écran et en faire remettre un exemplaire papier aux témoins. Le Président, je vous en prie, huissier d'audience, veuille aller chercher ce document et le remettre aux témoins. Pendant que vous êtes en train de lire le document, j'aimerais lire l'extrait du procès-verbal de cet entretien. Je vous lis la citation. Vous avez dit qu'afin d'éviter la critique, j'ai demandé à me rendre dans la campagne, j'ai demandé à devenir un président pauvre au Kampuchea démocratique. Devenir un paysan pauvre était l'ambition ultime de tout le monde du parti. Nous avons donc été très déçus lorsque Yengsari nous a répondu qu'on serait liquidé dès notre arrivée. Alors, la question qui se pose en ce qui concerne cette citation
est la suivante. Dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, est-ce que Ieng Sary avait la capacité ou était-il la personne qui pouvait décider du transfert du personnel pour aller travailler à la campagne ou vice-versa? Est-ce que cela entrait dans le domaine de ses compétences? Le témoin. Je ne sais pas si cela faisait partie de ses compétences, mais j'ai introduit cette demande avec un souper qui avait également été critiqué. Quant à savoir s'il avait l'autorité de prendre cette décision, je n'en sais rien. Question. Ma question suivante porte sur la discipline du personnel au ministère des Affaires étrangères. Si un membre du personnel ou un cadre du ministère des Affaires étrangères voyait des allégations d'erreurs graves avancées à son encontre, quelle était la sanction? Peut-être pouvez-vous nous donner un exemple dans votre propre section? Réponse. Personnellement, je ne savais pas exactement comment les mesures disciplinaires étaient appliquées. En général, je savais qu'en ce qui concernait les membres du parti ou le personnel, la première sanction serait la rééducation. Cela signifiait que l'on traitait le mal de la personne afin que la personne s'améliore. Ceci était basé sur la ligne du parti. Et à moins, ce n'est que si la rééducation n'était pas efficace que la mesure suivante entrerait en application, ce qui impliquerait notamment la suspension du membre par rapport au parti, ce qui serait considéré comme étant une mesure organisationnelle grave à prendre à l'encontre d'une personne. Cependant, dans ma propre section, aucune sanction de ce type n'a jamais été prise. Ça ne s'est jamais produit dans ma section car personne n'a effectivement violé le code de discipline. Question. Je vais à présent passer à un autre sujet en ce qui concerne les personnes qui sont effectivement revenues. J'aimerais avoir la permission du président pour vous présenter un document daté du 17 mars 2009 émanant du bureau des coprocureurs, document 3/101. En Khmer, le RN est 0029 04 37. La cote française est 0029 04 48 et 49. Et la cote anglaise est 0029 04 42 et 43. J'aimerais avoir l'autorisation du président pour pouvoir remettre un exemplaire imprimé aux témoins. La réponse du président, oui.
Vous avez la permission de le faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais à présent lire le passage choisi dans votre déclaration au juge d'instruction. La question était la suivante. Comment a été organisé le retour des intellectuels, soit que vous avez répondu que tout le monde devait transiter par le biais de l'ambassade du Cambodge à Beijing. Et qui était en communication avec les autres ambassades de Phnom Penh, comme les communications entre les ambassades et Phnom Penh passaient par des canaux différents, le canal du parti local gouvernemental, il est possible que les instructions aient été transmises directement par Pol Pot à la cellule du parti à Pékin. Pour ma part, je ne m'occupais que de l'accueil des diplomates à l'aéroport. Fin de citation. Ma question est la suivante. Combien de fois vous êtes-vous rendu à l'aéroport pour accueillir ces diplomates? Et en quelle année cela s'est-il déroulé? Réponse. Si j'ai bon souvenir, cette déclaration ne contient pas le fait que je suis allé accueillir des diplomates étrangers, non pas les diplomates cambodgiens revenant de l'étranger. Les diplomates cambodgiens revenant de l'étranger, d'outre-mer, n'ont jamais été accueillis par moi. Je les ai rencontrés une seule fois, comme je l'ai indiqué au procureur. C'était fin 1975, dans une maison située à Phnom Penh. Mais je ne me suis jamais rendu à l'aéroport pour les accueillir. Je vous remercie. Question. Ma question suivante porte sur les aveux. Ce matin, vous avez répondu à la question du procureur en ce qui concernait les aveux. Et ma question à ce sujet est la suivante. Quel était l'objet que poursuivait Ieng Sary en vous montrant des aveux à vous-même et à d'autres membres du ministère des Affaires étrangères? Réponse, si je me souviens bien. Ceci s'est produit lors d'un exposé sur la situation interne et impliquait des questions de production et de remplissage des quotas décidés par le parti au niveau de la Révolution et des activités des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du parti, au sein du parti ainsi que dans l'armée. Je vous remercie. Question. Ceci porte sur la disparition d'un personnel à B1 hier et aujourd'hui, dans la matinée, vous avez témoigné sur l'arrestation de Dekam Dun et des documents de mise en cause à l'égard de Chun Prasad, par exemple, Ieng Sary les ayant défendus. Ma question est la suivante. Savez-vous à quel point la défense de Ieng Sary était efficace pour protéger ces individus? Réponse, oui, ça a été efficace.
parce que ces deux personnes ont continué à remplir leurs tâches au ministère des Affaires étrangères. Merci. Ma question suivante porte sur l'unité de production à Chan Chamre. Dans vos entretiens avec le bureau des coprocureurs, en date du 19 décembre 2007, vous décrivez un événement lié à cette unité. J'aimerais que la Cour me donne la permission de soumettre ce document imprimé aux témoins ainsi que de le faire afficher. Il s'agit du document B191-26. En Khmer, la référence est 00204151. Et en français, 00343362. Et en anglais, 0022 36 40 à 41. Le président, je vous en prie. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. Question. J'aimerais vous lire le passage. En 1977, une réunion a eu lieu au sein de l'unité avec Ieng Sary et rapporte que Singh Lee, ingénieur de France et employé à l'unité de Chamre, était allé à la chasse avec un lance-pierre. Mais il était allé trop loin en pénétrant sur la zone militaire et avait été arrêté par les soldats. Il a disparu depuis lors. L'unité de Shrine Cham Kol a alors demandé à cette unité militaire de remettre cette personne. L'unité militaire a toutefois répondu qu'elle n'en savait rien. Fin de citation. Ma question est la suivante. Au cours de cette réunion où Ieng Sary a parlé de cet incident, quelle a été la teneur de cette réunion? Réponse. Je n'ai pas souvenir clairement. Il se peut que c'eût été tout simplement une réunion de travail ordinaire ou une réunion d'un autre type. Car il y avait différents types de réunions, plus ou moins grandes ou importantes, et puis des réunions normales. Il se peut que c'était une réunion hebdomadaire ou une réunion mensuelle. Je ne me souviens pas exactement de la nature de cette réunion. Question. Au cours de la réunion, où est-ce que cette réunion s'est tenue? Réponse. La réunion avec Ieng Sary s'est tenue au ministère B1, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Question. Connaissez-vous la raison de la disparition de Seng Lee? Parce que le rapport a été fait à Ieng Sary alors qu'il travaillait ailleurs. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est passé par là? Réponse non, je ne sais pas. Je ne connais pas la raison de cela. Et je n'ai pas essayé de me renseigner à ce sujet, parce qu'à l'époque,
Nous n'étions censés connaître que ce que nous devions connaître, et tout ce qui se produisait ou se passait en dehors de notre section ne devait pas être connu de nous. En ce qui me concerne personnellement, je ne devais connaître que des questions liées à l'information et à la propagande et aux questions se posant au sein du ministère lui-même. Je vous remercie. Ma dernière question est la suivante. Vous avez témoigné que vous êtes rentré au Cambodge en mai 2005. Ma question est la suivante. Au cours de votre voyage, avez-vous vu un grand nombre de personnes étant évacuées de Phnom Penh? Donc 2005 est sans doute une date erronée, note de l'interprète. Non, je n'ai pas souvenir de cela. Lorsque je suis rentré au Cambodge, je suis arrivé en bateau à Phnom Penh et je n'ai pas vu un flux de personnes évacuées car l'évacuation avait déjà eu lieu. Excusez-moi, j'ai deux autres questions à vous poser. Question. Au cours de la période pendant laquelle vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous avez résidé à Phnom Penh jusqu'à la chute du régime. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir un exode de population partant de Phnom Penh en avril ou leur retour à Phnom Penh à un moment quelconque pendant la durée du régime? Réponse non, non, ce ne fut pas le cas. Ma dernière question, en ce qui concerne vos entretiens avec le bureau des coprocureurs, 12 mars 2009, E3 barre 371, code Khmer 0028 82 38, code en français 0028 82 45 et en anglais 00 29 04 17. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir remettre le document au témoin et le faire afficher sur écran. Le Président, je vous en prie, Monsieur l'huissier d'audience, veuillez s'il vous plaît porter votre assistance pour que ceci puisse se faire. Le Président, le procureur, je vous en prie. 16, qu'il s'agissait d'un document, une déclaration faite au coprocureur, au bureau des coprocureurs. En fait, il s'agit bien du bureau des co-juges d'instruction. Donc pour la transcription, je pense qu'il faudrait corriger cela. Merci. Président, oui, le procès verbal sera corrigé. Conseil des parties civiles, pouvez-vous nous donner le détail du document à nouveau? Le document et le procès verbal de l'entretien de ce témoin, le procès verbal d'audition du témoin avec les co-juges d'instruction. Alors, je vais vous citer une déclaration que vous avez faite. J'étais cadre
Khmer rouges jusqu'en 1975, parce que les Khmer rouges ne s'étaient pas, n'ont pas tort jusqu'alors, mais ils ont trahi l'idéal par la suite. Et la question est la suivante. Pendant le régime des Khmer rouges, avez-vous, à un moment quelconque, pu observer des événements qui, selon vous, auraient constitué des activités trahissant leurs idéaux? Réponse. À partir de 1975 jusqu'au début 1979, je n'ai pas été le témoin d'assassinats et de crimes commis dans le pays. Je suis resté à Phnom Penh en permanence, et lorsque je me suis rendu dans les provinces pour accompagner des délégations étrangères, je n'ai pas vu de tels crimes être commis. Je n'étais donc pas en mesure de connaître l'ampleur de la tragédie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans ce même procès-verbal, vous indiquez explicitement votre point de vue. Ma question est la suivante. Qu'avez-vous appris qui vous ait porté à dire qu'ils ont trahi leurs idéaux? Parce que j'ai du mal à comprendre votre réponse. Réponse. Je suis arrivé à cette conclusion après 1979. Tout pendant que je travaillais au ministère des Affaires étrangères, je n'étais pas au courant de ces crimes. Je vous remercie, Monsieur le témoin, encore une fois, pour votre coopération et vos réponses à mes questions. Monsieur le Président, je vous remercie. Avec votre permission, j'aimerais que l'on donne la parole à mon collègue. Le Président, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs de la Cour, chers confrères, Monsieur le témoin, bonjour. Puisque nous étions à Phnom Penh, je voudrais qu'on y reste quelques minutes. Vous y arrivez le 25 mai 1975 par bateau, vous dites. Qu'est-ce qui vous surprend quand vous sortez du bateau? Comment vous trouvez la ville? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh, pour vous dire franchement, je n'ai pas été surpris parce que j'étais déjà au courant du fait que la population avait été évacuée. Ma première impression, parce que j'avais vécu à l'étranger tellement longtemps, en France, à Paris, à Pékin et dans d'autres pays, ma première impression, en fait, a été de découvrir que la ville était tellement petite. Donc, encore une fois, ça, c'était ma première impression. Deuxièmement, j'ai rencontré certains de mes anciens collègues du cercle marxiste-léniniste à Phnom Penh, Maulpuri notamment, qui était un ingénieur des travaux publics. Je l'ai rencontré et lui se doutait probablement que je me poserais des questions en le voyant à Phnom Penh, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il avait eu l'autorisation de rester à Phnom Penh pour aider dans les travaux.
Donc voilà les deux impressions que j'ai ressenties lorsque j'ai débarqué à Phnom Penh. Oui, monsieur le témoin, donc vous constatez une ville, me semble-t-il, vide. Et puis vous êtes installé dans une maison et vous dites, est-ce que vous receviez des visites de collègues? Est-ce que vous receviez des visites chez vous normalement? Est-ce que vous fréquentiez des gens à cette époque-là? Réponse. Lorsque je suis arrivé, j'ai logé dans une maison rose appartenant à l'une des princesses, l'épouse du prince Sihanouk à l'époque. Je pense que c'était sa première épouse. C'était près du Palais Royal. Qui était appelée en français la Maison Rose. Et en 1975, cette maison était utilisée comme bureau de la mission diplomatique thaïlandaise à Phnom Penh. À ce moment, j'ai logé avec Ketchon. Ketchon et certains de ses anciens amis, dont la majorité étaient membres du PCK infiltré à Phnom Penh, y compris Tompun. Et quelques autres qui étaient des professeurs et qui allaient et venaient dans cette maison rose, villa rose. Si vous échangez entre vous, si vous discutiez des problèmes de la situation du pays telle qu'elle était, telle qu'elle existait. Réponse. Monsieur le Président, est-ce que le Conseil pour la partie civile pourrait préciser sa question parce que je ne la comprends pas clairement? Alors, je vais essayer de traduire ce que je dis. Lorsque vous recevez des invités, des collègues, vous discutez. Est-ce que vous discutiez de la situation du pays en ce moment-là? Réponse. Mais lorsqu'il y avait des invités, on parlait des amis, des anciens amis, où ils se trouvaient, parce que nous avions des anciens amis dont la majorité avait été membre du cercle marxiste-léniniste de Paris. Y compris Kiyokopma et Rochieto. Et ceux-ci étaient des intellectuels qui revenaient de l'étranger. On discutait essentiellement de ces amis, de ces personnes, et il y avait également une personne qui s'appelait Banara, qui avait également suivi des études en France. Et lorsqu'il est arrivé à Phnom Penh, il a été nommé, avec moi d'ailleurs, comme co-membre du PCK. Dois-je comprendre, monsieur le témoin, qu'à aucun moment de vos discussions avec vos nombreux amis, vous n'avez parlé des problèmes d'évacuation de Phnom Penh, des problèmes de la ville de Phnom Penh?
D'après mes souvenirs, je n'en ai pas parlé avec eux, car tous ses amis habitaient Phnom Penh. Le parti les gardait à Phnom Penh pour qu'ils effectuent certaines tâches. Et donc, ils n'ont pas parlé de quoi que ce soit qui ait eu trait à l'évacuation de Phnom Penh. Monsieur le témoin pour ces précisions. Je voudrais parler d'un autre sujet. Hier, lorsque vous avez été interrogé par le coprocureur, vous lui avez indiqué, et je parle sous le contrôle de la Chambre, que lorsque vous étiez membre du FUNC de 70 à 73 à Beijing, Yansari vous avait nommé représentant de l'agence d'information du Kampuchea à Beijing. Dans un document que vous avez sous les yeux, c'est la cote E3-42, les références exactes, l'ERN en français, c'est le 0032 72 24. En Khmer, c'est le 0032 72 03. Et en anglais, c'est le 0032 72 14. Dans ce document, cette audition, devant le juge d'instruction, vous dites également que vous étiez chargé de la sécurité lorsque vous étiez à Pékin. Vous étiez chargé de la sécurité. Alors, c'est Yansari qui vous a nommé comme chargé de l'information, mais comme chargé de la sécurité. Et qui vous avez nommé chargé de la sécurité? J'ai déjà répondu à cette question. À l'époque, j'étais membre du comité du FUNC à Pékin. La personne qui m'a nommé responsable de la sécurité, c'était le général Dong Som-hol, qui présidait ce comité. Est-ce qu'il fallait des compétences particulières, spécifiques? Vous êtes interrogé sur les compétences que vous aviez pour être responsable de la sécurité, ou c'était un choix comme ça au hasard? Je pense avoir déjà répondu à cette question lorsqu'elle m'a été posée par le procureur. Comme je l'ai dit, je ne possédais aucune compétence particulière parce qu'à Pékin, la sécurité n'était pas un problème. Le général Chum Som-hol m'a nommé parce que j'étais proche de lui. J'ai accepté ses fonctions parce que je le connaissais personnellement. Si quelqu'un d'autre que lui avait été superviseur, je n'aurais pas accepté. J'aurais accepté seulement les questions d'ordre économique. Sous le Kampuchea démocratique, j'étais souvent chargé des questions économiques. Par exemple, à un moment, j'ai supervisé les entrepôts, les stocks, et quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, je m'en occupais. Donc il n'y avait pas de conditions particulières à remplir pour être responsable de la sécurité. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Certes, il y a peut-être certains critères à remplir en termes de compétences aujourd'hui pour occuper certaines fonctions, mais ça ne fonctionnait pas comme cela à l'époque dans les pays étrangers. Il ne fallait pas posséder
de compétences particulières pour être nommé à un poste. Oui, monsieur le témoin, merci pour vos réponses. Je voudrais poursuivre sur les intellectuels. Les intellectuels, on a beaucoup sollicité leur retour au pays. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le responsable, qui était celui qui était chargé d'inciter les intellectuels cambodgiens qui étaient à l'étranger? À ce sujet, de manière générale, il s'agissait d'une responsabilité du front ou de chaque organe. Par exemple, s'il s'agissait de la France, l'organisme qui en était responsable lançait un appel au retour. À l'époque, la situation n'était pas spécialement urgente. À l'époque, il y avait un front uni dirigé par Sihanouk. Si les gens avaient été appelés au pays, ils ne seraient pas automatiquement revenus. À l'époque, les gens respectaient la religion, le Dhamma, le Bouddha. Khieu Samphan était considéré comme le Bouddha, Yunom était considéré comme un moine et Yuyun était considéré comme le Dhamma. À l'époque, les jeunes vénéraient ces trois personnes, lesquelles étaient très respectées. Et cela a été une tragédie. En 1975, nous avons rempli toutes les conditions pour devenir un pays indépendant, capable de se construire dans l'unité et l'harmonie. Nous avions les moyens d'y arriver. Mais au bout du compte, cela a été une des pires tragédies de l'histoire. Avec souffrance et déception. Cette période de 70-75, est-ce que, à votre connaissance, Ian Sari faisait partie de ceux qui devaient aller à l'étranger, convaincre les étudiants, les intellectuels de l'étranger de rentrer au pays? C'était sa responsabilité. Pour votre information, il a été le premier président de l'Union des étudiants en France. En outre, il était aussi l'un des fondateurs du cercle marxiste-léniniste en France. Il est donc rentré au Cambodge pour servir le peuple et la nation. Cet engagement était bien vu de la part des intellectuels vivant en France. À l'époque, Sihanouk a aussi lancé un appel à rentrer au Cambodge pour servir la nation. Concernant le sort de ceux qui sont rentrés au Cambodge à l'époque, je pense que Ieng Sary lui-même n'était pas au courant. Je suis absolument sûr à 100% de cela.
Je suis convaincu que Ieng Sary ne pouvait pas savoir ce qui arriverait à ceux qui rentraient au Cambodge. Si j'avais été à sa place à l'époque, j'aurais fait comme lui. Nous devions expliquer quelles étaient les compétences requises pour le pays. Personne n'aurait pu imaginer qu'il y avait des exécutions dans le pays. Si quelqu'un nous l'avait dit, nous ne l'aurions pas cru non plus. L'ampleur de la tragédie, des exécutions, tout cela, nous ne l'avons appris qu'après 1979. Moi-même et les Cambodgiens, Ieng Tarit, moi-même Sung Sikun et d'autres avons survécu alors que nous étions sur des listes de personnes arrêtées. Je ne sais pas qui a établi ces listes. En janvier 1979, telle était la situation. Quiconque connaît le matérialisme dialectique sait qu'il y a des aspects négatifs et positifs. Et monsieur le témoin, vous vous souvenez qu'en 1974, vous êtes allé à Paris avec M. Ieng Sary pour essayer de convaincre, dans une réunion, pour essayer de convaincre vos compatriotes qui étaient à l'étranger de rentrer au pays. Est-ce que dans ces réunions-là, quels étaient les moyens de persuasion de M. Ieng Sary? Est-ce que dans ces réunions, il y avait des étudiants qui protestaient, qui contestaient de la situation qui prévalait dans le pays à ce moment-là? La réunion a eu lieu en 1975. À l'époque, ce n'était pas le gouvernement du Kampuchea démocratique, c'était encore le gouvernement du GRUNC. Et il y avait un délégué à l'ONU. À cette réunion, je ne sais pas quels étaient les membres de la délégation. À l'époque, en 1975, nos compatriotes étaient désireux de rentrer au pays, de manière générale, afin de reconstruire le pays. Personne n'émettait d'objection. Je ne me souviens pas qui s'est rallié au mouvement. Merci, monsieur le témoin. Je voudrais passer à un autre document, un document que je vais citer. C'est un courrier, une réponse que vous avez faite en octobre 1996 à votre ex-femme, courrier qui est intéressant. Je vais donner les références ERN en français. C'est la cote D, déjà D115/2.5. C'est ce courrier qui est daté du 5 octobre 1996. Dans ce courrier, les références en français, je vais vous donner les références en français. 0032 36 28, en khmer 0025 10 78 et en anglais 00 18 90 75. Dans ce courrier, en réponse à ce qu'elle avait fait paraître, vous indiquez qu'elle chante les louanges de M. Son Sen et de M. Nikorn, qui sont, et vous le dites, vous l'écrivez, qui sont connus pour être les véritables bouchers du peuple khmer. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ces deux personnes que vous citez, Son Sen et Nikorn, qu'est-ce qu'elles ont fait pour être considérées comme des véritables bouchers? Qu'est-ce qu'elles ont fait pendant cette période-là? Est-ce que vous avez quelques idées là-dessus?
ខាងលោកមេធាវីគាត់បង្ហាញ Monsieur le Président, pourriez-vous demander à l'avocat de présenter ce document? Je ne pense pas l'avoir présenté. Nikon est mon ami. Je n'ai jamais dit qu'il était un boucher. Par ailleurs, lorsqu'il y a eu ralliement au gouvernement, depuis Malaï, moi-même j'étais accusé d'être associé de Son Sen, mais je n'ai jamais dit que c'était un boucher, en particulier Nikon. Je n'ai jamais rien dit de tel à son propos. J'aimerais donc qu'on me montre le document. Je n'ai pas malheureusement la version Khmer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a la version Khmer qu'on va vous remettre. On va donner cette version Khmer, on va remettre. Je vais demander à l'huissier, si vous permettez, Monsieur le Président, qu'on remette ce document. Le Président. Allez-y, huissier d'audience, vous allez aller chercher le document et le remettre au témoin. J'espère que Monsieur le témoin a retrouvé le passage dont je parlais, auquel je faisais référence. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce qu'il peut répondre à ma question de savoir, puisque c'est écrit, je pense que c'est lui qui l'a écrit, pourquoi il pouvait à ce moment-là dire que c'est des véritables bouchers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Président. Maître, pourriez-vous indiquer les ERN pertinents? Vous pourriez aussi indiquer le paragraphe ou la ligne, parce qu'il me semble que le témoin ne parvient pas à retrouver le passage que vous souhaitez aborder. Bon, je vais donner l'ERN Khmer, c'est le KH 0025 10 78. C'est un paragraphe que nous avons au stabilo. On a mis du stabilo en jaune. Je pense qu'il peut le retrouver très facilement, puisque nous avons mis du jaune dessus. Le témoin. Monsieur le Président, peut-on demander à l'avocat de présenter la lettre originale que j'ai rédigée? Je l'ai rédigée en français parce que je l'ai envoyée à ma femme française. Ce document-ci est dactylographié. Le Président. Maître, veuillez remettre au témoin la lettre originale. Ce témoin lit le français. Il serait donc utile que vous lui remettiez le document original.
លោកប្រធាននេះមិនមែន Le témoin. Monsieur le Président, ce n'est pas mon écriture. C'est un document dactylographié. Je ne pense pas qu'il s'agisse du document authentique. Le Président. Je constate que l'avocat de la défense s'est levé. Est-ce que la partie civile a une question à soulever? Non, je voulais simplement indiquer, Monsieur le Président, que, comme d'habitude ici, nous produisons un document qui émane du dossier, qui est numéroté et répertorié dans le dossier, et qui est un document qui n'a jamais été contesté par qui que ce soit. Ce monsieur lit ce document dans la langue française puisqu'il l'a écrit dans la langue française, et je pense qu'il peut voir de quoi il s'agit puisque le passage est surligné. Le Président. Témoin, veuillez prendre connaissance du contenu de ce document. Celui-ci a été retranscrit. Vous pouvez y jeter un bref coup d'œil. Et si vous avez quelque objection que ce soit, vous pouvez vous exprimer dans ce sens. Mais pour l'instant, ce document vous est présenté. Le témoin. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir consulter mon avocat si vous m'y autorisez. Le Président. Il ne s'agit pas d'une question susceptible de vous incriminer. Vous pouvez consulter votre avocat lorsque vous estimez que la question qui vous est posée comporte pour vous un risque d'incrimination. Or, en l'espèce, ce n'est pas le cas. Si l'avocat vous donne des indications qui sont sans rapport avec le risque d'auto-incrimination, il risque de s'écarter du rôle qui est le sien. Le témoin. Monsieur le Président, je constate simplement qu'il ne s'agit pas du document écrit de ma main. Je ne sais pas comment l'avocat est en possession de ce document. Nikon était un ami proche, il était secrétaire dans la zone ouest. Je n'avais donc rien à voir avec lui et je n'ai aucun commentaire à faire concernant les deux personnes qui sont mentionnées ici comme étant des bouchers.
Sa femme est également une amie proche. Je voudrais confronter ce document à la lettre originale écrite de ma propre main. Je voudrais aussi consulter mon avocat pour savoir si ce type de document possède une quelconque valeur probante. Je n'ai pas l'intention d'examiner avec lui le contenu, mais je voudrais consulter mon avocat au sujet de cette question. Le Président, ce document a été versé au dossier. Si vous avez des soupçons liés à la traduction du document original, vous pouvez simplement vous fonder sur vos souvenirs pour apporter une précision en disant si oui ou non une telle chose a eu lieu ou non, d'après vos souvenirs. La parole est à la défense. Maître Kong Som-hon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Le témoin a examiné ce document. Il demande que l'original lui soit remis pour pouvoir vérifier si les deux documents concordent par leur contenu. Le document vient de dire que ce document a été versé au dossier, mais l'authenticité du document n'en est pas moins en doute. Il convient donc que l'on présente au témoin le document original rédigé de sa propre main. Le Président. Il y a deux possibilités. Premièrement, est-ce que l'avocat de la partie civile possède le document original écrit de la main du témoin? Deuxièmement, avez-vous d'autres questions à poser car le moment de la pause déjeuner approche? Merci, Monsieur le Président. Nous avons également, parce que nous n'inventons pas les pièces dans un dossier de cette nature, nous prenons les pièces qui figurent dans le dossier qui est à la disposition de tout le monde. Alors, le document original, s'il se trouve dans le dossier, il ne nous appartient pas d'aller le chercher, mais on peut le chercher, on peut le trouver. Mais en tout cas, en tout état de cause, nous avons un document qui est officiel, qui a été enregistré, qui est placé entre les mains de différentes juridictions de cette Chambre. Donc, nous avons ce document. Soit il en conteste le contenu, soit il conteste complètement qu'il n'a jamais écrit. Mais nous avons un deuxième document. C'est l'article du Phnom Penh Post du 15 novembre au 28 novembre 1996. C'est sur la cote, là aussi on peut contester, c'est la cote D115-2.5. C'est l'article dans lequel il a fait paraître ce courrier à son ex-épouse. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous contestez avoir fait paraître ce document dans le Phnom Penh Post en 96? Je vais vous faire transmettre, Monsieur le Président, si vous permettez, la copie de l'article qu'il a fait paraître, c'est la copie in extenso de ce courrier dont il conteste, me semble-t-il, l'authenticité aujourd'hui.
Réponse. Le président. Monsieur le procureur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Afin de préciser les... Il me semble que l'original que nous avons au dossier, c'est la version anglaise que mon confrère se propose de lui montrer à présent. C'est ce qui est paru effectivement dans le Phnom Penh Post. Si j'ai bien compris, au début de l'article, il est dit, ou plutôt tout à la fin de l'article en anglais, il est dit que cela a été traduit de l'original en français par M. Philip Hunt. Et les deux autres documents qui ont été donnés aux témoins sont les traductions françaises et khmer de cet article qui a été publié en original par le Phnom Penh Post entre le 15 et le 28 novembre 1996. Et ce qui est publié, c'est une lettre qui, elle, date du 5 octobre 1996. Donc on n'a pas l'original manuscrit de cette lettre au dossier. Ça doit toujours être au Phnom Penh Post si c'est conservé, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est l'article qui est paru dans le journal. Et après, il y a eu les traductions faites vers le français et le khmer. Voilà pour les éclaircissements, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'avais encore quelques petites questions, malheureusement, sur ce même document. Si la Chambre permet que je poursuive dans le sens de mes questions, mais en ouvrant une petite parenthèse pour rappeler aux témoins que s'il avait en son temps contesté la parution de son courrier dans le Phnom Penh Post de 96, je pense qu'il aurait été à même de nous produire ici un démenti formel manuscrit dans le même journal qui contestait la véracité du document qui était produit. Il ne l'a pas fait. Il le fait peut-être, il va nous le produire cet après-midi ou demain. En tout cas, je constate que cette pièce est versée au débat. Et je comprends que les questions que je soulève puissent poser problème aux témoins. Mais je vais poursuivre. Le président. Si le témoin ne répond pas à votre question, avez-vous d'autres questions à poser ou est-ce que vous continuez à insister pour que le témoin réponde à votre question? Donc c'est à vous maintenant de préciser votre position à cet égard. Vous pouvez sans doute lui demander quand cette question a été publiée, quand ce texte a été publié dans le Phnom Penh Post. J'ai également clairement stipulé que si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez aller de l'avant, car même si le témoin n'est pas en mesure de répondre à cette question spécifique, nous pouvons malgré tout poursuivre son audition. Donc, pouvez-vous informer la Cour du temps qu'il vous faudra encore parce que nous devons prendre des dispositions afin de régler la suspension d'audience pour le déjeuner. J'avais besoin encore d'une petite trentaine de minutes, mais je pense que ça ne sera pas possible aujourd'hui, Monsieur le Président. Le témoin me semblant fatigué, moi je suis tout à fait apte à poser mes questions quand il sera plus en forme demain. Le président, eh bien, le moment est venu de lever l'audience pour le déjeuner. Nous reviendrons à 13h30 cet après-midi. Et cet après-midi, la Chambre entendra le témoignage de TCW 490. Ce témoin témoignera en alternative avec le témoin Sonsikun du fait de son état de santé. M. Sonsikun a demandé à la Cour de lui permettre de se reposer cet après-midi et M. Sonsikun
Je vous informe de cela. Votre audition n'est pas encore terminée. La Chambre pourra vous rappeler pour témoigner en audience demain matin à 9 heures. Il en va de même pour l'avocat de service. Vous devez continuer à apporter votre assistance aux témoins. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez vous organiser pour que le témoin et son avocat puissent quitter cette salle et se retrouver ici avant 9 heures demain matin. Je vois que le Conseil pour la défense est debout. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je veux simplement vous informer du fait que Nunchea souffre de maux de tête, de douleurs lombaires et de perte de concentration. Nous aimerions qu'il aimerait dès lors suivre les débats de l'après-midi à partir de la cellule temporaire de détention. Et nous avons préparé la documentation requise pour présenter cette requête par écrit. Ayant pris note de la requête de Nunchea par l'intermédiaire du Conseil de la Défense visant à ce qu'il puisse suivre les débats à partir de la cellule temporaire de détention au sous-sol pour le restant de la journée du fait de son état de santé et étant donné que la défense a déjà signifié qu'elle soumettrait la renonciation de M. Nunchea comportant sa signature et son empreinte digitale, cette requête est acceptée et M. Nunchea pourra suivre le reste des débats de la journée à partir de la cellule temporaire de détention. Il a exprimé la décision de renoncer à son droit d'être présent physiquement en salle d'audience et dès que le document sera soumis immédiatement portant la signature ou l'empreinte digitale de M. Nunchea. La régie prendra donc toutes les dispositions pour que le matériel audiovisuel soit branché afin que M. Nunchea puisse suivre le reste de la procédure de la journée à partir de la cellule temporaire de détention. Les membres de la sécurité accompagneront celui-ci au sous-sol. M. Nunchea pourra demeurer en cellule temporaire où le matériel audiovisuel sera connecté à son intention. La séance est